Bienvenue dans ce 12e et dernier épisode de Mondialiste. Ce fut une belle aventure. On a passé une bonne petite série ensemble. On va parler pour terminer de la poule L et donc aussi et surtout de l'Angleterre. Et pour ça, je suis accompagné de Momo Parle de foot. Alors vous l'avez sûrement déjà croisé sur TikTok. Il est sur YouTube aussi. Alors tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Momo, comment vas-tu? Ça va super et toi? Merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir, ça va aussi. Juste avant de démarrer, je voulais te demander, hors Coupe du Monde, est-ce que tu crois que Arsenal va réussir à choquer les quatre titres possibles sur lesquels ils étaient bien embarqués? Je pense que c'est possible. C'est une équipe qui nous a habitués par immaturité et par manque d'expérience à choc, comme le veut l'expression urbaine sur les dernières années. En tout cas, c'est une équipe qui l'a montré sur les Money Time, par exemple, où ils étaient engagés face à Manchester City sur certaines saisons récentes de Première League. C'est une équipe plutôt jeune, même s'il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même atteint la maturité, mais c'est la saison ou jamais pour Mikel Arteta de prouver s'il est capable d'amener cette équipe au firmament, d'amener cette équipe à une capacité de pouvoir remporter des grandes compétitions. Et en Première Ligue, il va falloir qu'ils la remportent. Ils ont une longueur d'avance. Manchester City, Liverpool vont moins bien que les saisons précédentes. Il y a une équipe qui est arrivée à maturité aussi. En Ligue des Champions, ils bénéficient du tableau plutôt dégagé. Ils ont évité tous les mastodontes qui sont sur la partie gauche du tableau, le Real, le Bayern. Donc c'est une équipe qui a largement de quoi aller au bout. Ils vont sûrement affronter l'Atlético Madrid ou le Barça en demi-finale. Donc il y a un tableau qui est plus dégagé. Puis c'est le moment aussi d'affronter une grosse équipe, d'avoir un match référence. L'an dernier, on pensait l'avoir tenu avec le Real Madrid. Finalement, ils sont tombés en demi-finale parce que le Paris Saint-Germain était beaucoup plus fort. Mais oui, c'est une équipe qui est largement capable de ne pas se montrer à la hauteur sur les fins de saison. Ils l'ont montré sur les saisons précédentes. Mais je pense que c'est une équipe qui est arrivée à maturité. Donc c'est une équipe qui peut montrer cette saison qu'elle est capable justement de remporter les gros titres parce que c'est ce qu'on leur demande justement. C'est une équipe qui est arrivée à maturité. Ça fait déjà cette saison que Mikel Arteta est là. Donc c'est ce qu'on va lui demander. Ouais, bah, je suis bien d'accord. Et puis tu vois, je pense là, juste avant de démarrer, pour te répondre que euh, il y a peut-être 2 saisons de là, Arsenal était quand même réputé pour son jeu assez reluisant, mais ça gagnait pas. Là, on les critique pour un jeu plus restrictif. Il y a possibilité d'avoir le titre de Première Ligue au bout. Donc, au final, est-ce qu'il n'aurait pas un peu raison? Et je précise, juste parce que c'est vrai que dans l'introduction, je l'ai pas notifié. euh, tu es spécialiste dans un petit peu tout. Alors, tu pratiques un peu tous les types de football, tu regardes un petit peu tout, mais tu as un œil particulièrement avisé sur la Première Ligue et sur la sélection anglaise. C'est pour ça que tu es à mes côtés aujourd'hui. Et du coup, on va un petit peu planter le décor sur cette équipe d'Angleterre. Euh, c'est une seule Coupe du Monde en 1966, donc ça commence à remonter un petit peu. Ils sont réputés pour être souvent bien garnis en termes de génération, mais des générations qui se bâtissent dans l'échec au final, parce que très peu de titres. Il y a eu des finales récentes lors des Euros 2020 et 2024, donc il y a peut-être une forme de progression, mais ça, sous la houlette de Southgate, qui a laissé un goût particulièrement amer, où on se dit, de finale c'est bien, mais ça aurait dû ou pu être mieux. Nous voilà maintenant sous une nouvelle ère, celle de Thomas Tuchel. Où en sont-ils actuellement? En phase de qualification, c'est quand même une satisfaction parce que Tourelle a réussi à, lapsus révélateur Southgate, Tourelle a réussi à relever, à redresser un petit peu cette nation. Elle a retrouvé des couleurs quand même, 8 matchs en 8 victoires de qualification, 22 buts marqués, 0 encaissés, avec un système de méritocratie, mais ça, on y reviendra très probablement. Il y a juste des petites épines qui sont les derniers matchs parmi les derniers matchs de prépa, l'Uruguay et le Japon, qui n'ont pas été terribles, mais ça représente 15% de l'année écoulée, donc on va pas trop s'attarder dessus. Le portrait est dressé. Est-ce que maintenant, toi, tu pourrais nous donner quelque chose que le grand public néglige ou ne sait pas sur cette sélection anglaise?
Ce que j'aimerais souligner, qu'on méconnaît peut-être sur les Two Lions, c'est le fait que cette équipe est particulièrement jeune et qu'elle a un vrai avenir devant elle. Alors, il y a beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe qui sont là depuis des années. Harry Kane, Pickford, ce sont vraiment les deux joueurs qui sont de part et d'autre du terrain, qui occupent les deux surfaces. Il y a Maguire aussi qui est là depuis des années. Donc, ce sont vraiment les éléments d'expérience qu'on va mettre en avant quand il s'agit de désigner les leaders de cette sélection anglaise. Mais il y a un effectif qui est particulièrement jeune. Sur le dernier match et la défaite du côté de Wembley face au Japon, on a une sélection anglaise où il n'y a aucun joueur de champ qui dépasse les 30 ans. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui est assez jeune. Il n'y avait que Pickford qui dépassait la barre des 30 ans. C'est un effectif qui est aussi entre 19 ans et 28 ans. Donc c'est un effectif très très jeune. Beaucoup vont souligner l'expérience de cette équipe parce que ce sont tous des joueurs qui évoluent en première ligue. Donc dans un championnat qui nécessite de l'expérience, qui nécessite une certaine forme de vice dans le jeu. Et pourtant c'est une équipe qui est particulièrement jeune et qui a un bel avenir devant elle. C'est ce pourquoi la fédération anglaise a misé sur Thomas Tuchel, parce que c'est un coach aussi qui est très jeune, qui est novice dans l'expérience du coaching en sélection. Donc que ce soit le sélectionneur ou les éléments qui peuvent composer cette équipe, on a un effectif très très jeune qui a un bel avenir devant lui. C'est ce pourquoi je demanderai aux observateurs de se montrer patients avec l'Angleterre. Alors évidemment, ils pourraient remporter la Coupe du Monde dès cet été parce qu'ils en ont les individualités, mais d'un autre côté, il faut laisser du temps parce que ce sont tous des diamants à polir. C'est un effectif plutôt juvénile et je pense que ça va demander du temps à Thomas Tuchel. Donc ce qu'on méconnaît un peu, c'est que cette équipe, on l'attend au tournant, mais elle est particulièrement jeune. Donc il faut quand même lui laisser du temps. Donc c'est ce que je voulais souligner. C'est vrai, et puis dans ce que tu dis, c'est vrai qu'à la fois Thomas Tuchel est aussi un jeune sélectionneur. C'est pas un jeune entraîneur, mais c'est un jeune sélectionneur. Donc c'est vrai que ça va de pair avec les joueurs qu'il appelle dans son équipe, dans sa nation, dans son effectif. C'est un mariage quand même assez étonnant, hein. Thomas Tuchel avec l'Angleterre, c'est un peu les cousins ennemis, les meilleurs ennemis, Angleterre, Allemagne. Et à la fois, on a quand même coutume de dire que Tourelle est le plus anglais des Allemands. Donc il y a une certaine forme de logique quelque part. Le sang n'y est pas forcément, mais le cœur probablement. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ce sélectionneur sur sa manière de faire jouer son équipe? Comment est-ce qu'il arrive à faire évoluer cette équipe d'Angleterre? Pour l'instant, il n'a pas vraiment mis en exergue les qualités qu'il a pu montrer lorsqu'il officie en club. C'est quelqu'un qui pour l'instant s'attelle à un 4-2-3-1 basique sans pour autant en montrer plus. Alors c'est vrai que l'adversité qui a été proposée à l'Angleterre n'a pas permis à Thomas Tuchel de mettre en exergue ses qualités justement. Le football de sélection ne le lui permet pas. Je trouve que le football de sélection, en tout cas c'est mon avis, ne permet pas aux entraîneurs de dévoiler leurs idées tactiques. Souvent on va se reposer sur des structures plutôt fortes, sur une période donnée, une grande compétition et on ne va pas vraiment dévoiler ses idées au grand jour sur l'aspect tactique. Ça c'est plus inhérent au football de club. Dans les footballs de sélection c'est un peu plus compliqué. Et pour les dogmatiques que sont par exemple Thomas Tuchel ou encore Pep Guardiola, ça peut être compliqué justement de mettre en valeur ces idées-là. Donc pour le moment, il s'attelle, comme je l'ai dit, à un 4-2-3-1 plutôt basique. Il se repose sur ses individualités. Il essaye surtout de créer une structure défensive. C'est là où Thomas Tuchel a vraiment réussi à faire progresser cette équipe. C'est qu'avant ce rassemblement qui a été très compliqué pour les Anglais, les 5 matchs d'avant, il y a eu 0 but encaissé. Alors l'adversité était plutôt faible, mais 0 but encaissé en 5 matchs sur la fin d'année civile 2025 pour les Two Lions. Donc oui, il n'a pas mis pour le moment en avant ses qualités tactiques qu'il a pu montrer au Paris Saint-Germain ou au Borussia Dortmund, mais c'est un entraîneur qui justement essaye de créer une structure défensive très forte dans l'optique justement de la prochaine Coupe du Monde parce qu'il va falloir cette assise défensive solide pour permettre à l'Angleterre d'aller loin, mais tactiquement au niveau de l'animation, on a une Angleterre qui est plutôt amorphe malgré les individualités offensives qui peuvent composer cette sélection. On l'a vu face au Japon, on l'a vu face à l'Uruguay, un seul but en 2 rencontres. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas réussi à trouver la recette offensivement. Il faut dire qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui composent cette sélection, donc il faut trouver le juste équilibre. Mais ce que j'aimerais vraiment mettre en avant, c'est le fait qu'il a créé pour le moment une structure défensive plutôt forte et qu'il va essayer avec le temps de créer des automatismes devant. Mais pour l'instant, c'est pas facile. Mais on n'a pas le Tuchel du club. On n'a pas le Tuchel du Bayern, on n'a pas le Tuchel du Borussia Dortmund. Et c'est là où il va devoir se montrer pragmatique, je pense. Ouais, exactement. Tu as cité Guardiola. C'est vrai que voir Guardiola, par exemple, avec une sélection, je suis pas forcément sûr Non. du résultat. Ça reste à vérifier. Et pour Tourelle, c'est vrai que du coup, comme un coach qui doit se dépêcher de faire des choses constructives, il a misé sur l'aspect défensif, parce que surtout dans le foot de sélection, c'est vrai que c'est primordial. Et tu vois, je pense que ce que tu as dit, ça colle avec l'une des questions. On va y venir du coup tout de suite, c'est les points faibles de cette équipe. Alors c'est vrai
du coup, pour ma part, je trouve comme toi effectivement que l'assise défensive est très intéressante. Zéro but encaissé, on l'a dit, sur la phase de qualification. Je me demande si c'est pas les seuls. Je crois je sais Il me plus semble que de c'est les mémoire, seuls. mais il y a Il me moyen que ce semble que soit c'est les les seuls, seuls ouais, effectivement. dans la zone Europe, c'est les seuls. Mm. Ouais. Ok, et ben voilà, du coup, je me dis que le point faible, c'est un peu ce que tu as déjà dit, l'aspect offensif, où il y a un système de méritocratie mis en place, comme je l'ai dit dans l'introduction, qui fait qu'on n'a pas forcément les meilleurs joueurs à chaque poste sur le plan offensif. Alors c'est quelque chose que je trouve bien, et j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard, mais c'est aussi quelque chose qui fait que la levure n'a pas encore prise. Peut-être qu'on a oublié la levure dans cette équipe et que ce jeune effectif qui ne se connaît pas, avec certains postes où au lieu de mettre les stars, on a mis les performants, et ben, il manque peut-être d'un allant offensif. La recette n'est pas encore complète parce que ça fait pas non plus, ça fait pas 2 ans qu'il est encore à la tête de la sélection, Tourelle, et on doit arriver sur une Coupe du Monde avec peut-être ce point faible. Est-ce que du coup c'est celui que tu partages ou t'en as un autre? Je suis d'accord avec le fait que, paradoxalement, le point faible de cette sélection anglaise, il réside dans le front offensif, parce que c'est toujours dur de trouver une forme d'équilibre. Tu fais bien de souligner la méritocratie, parce que Jude Bellingham, par exemple, n'avait pas été appelé sur le rassemblement d'octobre, malgré le fait qu'il ait été remis de sa blessure à l'épaule, parce qu'il y a ce système aussi qui veut qu'il y ait une attitude absolument irréprochable lorsqu'on vient en sélection. Jude Bellingham n'a pas toujours affiché une attitude idoine, ou en tout cas une attitude compatible avec ce que requiert la sélection. Et c'est vrai que le système de méritocratie, il s'applique dans l'animation offensive qu'on va concocter, mais aussi dans l'aspect du comportement. Et Jude Bellingham a pu connaître certains manquements à ce niveau-là, mais c'est pas les stars que Thomas Tuchel veut mettre en avant, c'est vraiment l'équilibre de cette attaque. Et on l'a vu entre le Japon et l'Uruguay, il y a eu un changement de 10 joueurs sur 11, dont 3 joueurs sur 4 dans le front offensif. Il y a Kofoden qui a été rescapé des deux rencontres. Derrière, on a essayé du côté de Thomas Tuchel de trouver une forme d'équilibre. Donc ceux qui pensent que ce sont les 4 stars de cette équipe anglaise qui vont être alignés en été se trompent, parce que on pourrait tout à fait avoir un joueur là, comme Madueke par exemple titulaire, on pourrait avoir un joueur comme Morgan Rogers par exemple, que le grand public connaît peut-être un peu moins, qui pourrait être titulaire, loin des Foden, Rashford, Saka, où beaucoup de gens s'attendent à les voir titulaires. Oui, il y a un système de méritocratie et Tuchel va davantage privilégier l'équilibre de l'animation offensive que les noms, et je trouve ça plutôt bien si je devais m'engager. Ouais, je suis plutôt d'accord. Et du coup, tu me permets de faire la passerelle parce que pour ma part, ça correspond à mon point fort de cette équipe, c'est sa cohérence. C'est vrai que de voir des Anderson, des Rodgers plutôt que des Bellingham ou des Trent Alexander-Arnold, eh ben, tu bâtis là une espèce d'état d'esprit, de cohésion. Là, en fait, tu es sûr de mettre les joueurs dans ta poche parce que la méritocratie, pour un joueur, il n'y a rien de mieux. Pour un joueur qui essaye de trouver sa place, de faire son trou. Et c'est exactement ce qui manquait à cette sélection, qui a toujours brillé. C'est toujours cette sélection qui a réussi à sortir des joueurs assez hors normes, assez au-dessus de la moyenne, mais sans réussir à aller jusqu'au bout une seule fois en 1966. Là, peut-être que du coup, Tourelle impulse quelque chose de nouveau qui a manqué, qui a toujours manqué à cette sélection anglaise. Est-ce que c'est peut-être ce que tu partages aussi? Est-ce que tu as un autre point fort de cette équipe? L'autre point fort de cette équipe, je pense qu'il se situe surtout sur les individualités qu'on va avoir, parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, au moment des grandes rencontres, on a pu le voir avec le Paris Saint-Germain par exemple en Ligue des Champions, il y a des noms qui composent cette équipe, il y a un collectif aussi qui a été très fort, mais ce qui a su faire la différence du côté du Paris Saint-Germain, c'est vraiment une individualité précise sur chaque rencontre. Ça peut être Gvarin à un moment donné, ça peut être Doué sur la finale par exemple. Là c'est la même chose, il peut y avoir une structure très forte, mais il va falloir une impulsion des individualités, et pour moi, le point fort de cette sélection anglaise, il réside vraiment dans les individualités qu'il peut y avoir notamment devant, où des joueurs vont être susceptibles de faire la différence, comme Harry Kane sur une fulgurance, Marcus Rashford également, Phil Foden. Donc on a beau louer le fait que Thomas Tuchel mise sur une structure collective très forte avec la méritocratie garantie, on peut aussi se targuer du côté d'Angleterre d'avoir des joueurs d'une individualité plus supérieure à ce qu'on peut avoir chez d'autres sélections. Moi par exemple, si je devais m'amuser au jeu des comparaisons, je pense que l'Espagne peut se targuer d'avoir une aussi bonne attaque, la France aussi, le Portugal éventuellement, mais l'Angleterre fait partie de ces 3-4 sélections qui peuvent se vanter d'avoir 2-3 joueurs qui sont au-dessus du lot, qui constituent le point fort de cette sélection et qui vont permettre à cette dernière d'aller loin, toujours avec cette individualité qui va sortir du lot. Je me rappelle du dernier Euro sur la demi-finale, c'est Ollie Watkins par exemple qui qualifie
la sélection anglaise dans un but Mm. à la dernière minute, il te faut cette individualité qui va sortir du banc, cette individualité supérieure à la normale et qui va te permettre de l'emporter. Donc le point fort, il se situe dans l'individualité qui va te sortir d'une mauvaise situation et qui va te permettre d'entrevoir un meilleur avenir dans la compétition. Exactement. Je suis bien d'accord avec tout ce que tu viens de dire là, et tu vois, on va pouvoir rentrer dans le détail parce que on a ici des potentiels 11 qui pourraient partir en Amérique cet été, et on va faire du poste par poste. Je te Ouais. propose de commencer par les gardiens de but, où pour le coup, ça c'est aussi un mal récurrent pour les Anglais, c'est de ne pas avoir un gardien exceptionnel. Bon, il y a historiquement quand même Banks qui n'est pas personne. Mais là, sur cette liste, on a potentiellement, je crois que du coup, c'est les 6 gardiens que j'ai affichés là, je crois que les 6 ont déjà été appelés par Thomas Mm, Tuchel, si je dis pas de bêtises, pour dire un peu l'indécision, même si mm. Pickford doit tenir le bon bout, j'imagine. Est-ce que tu imagines un autre scénario que Pickford au cage? Non, je pense qu'on repartira sur Pickford du côté de Thomas Tuchel. C'est un leader, c'est un gardien qui a toujours été performant du côté de la sélection anglaise, notamment sur les séances de tir au but que l'Angleterre a pu disputer à de nombreuses reprises. Et puis surtout, il a ce caractère. Je pense pas que sur le plan du talent, ce soit le meilleur des six, mais je pense que c'est un joueur qui constitue quand même un relais de Thomas Tuchel dans ce vestiaire anglais. Il a 32 ans, il connaît très bien la première ligue, il connaît très bien l'effectif. Donc je pense que c'est lui qui partira gagnant, en tout cas sur la concurrence entre les six. Il y a Trafford qui, en doublure de Donnarumma cette saison à Manchester City, fait une belle saison. Il a permis notamment à City de remporter la Cup il y a quelques jours. Donc c'est un gardien de qualité, mais il reste encore plutôt jeune. Et puis comme tu l'as dit, les quatre autres ont tous déjà été appelés. Je pense qu'il peut y avoir un outsider. Peut-être que Pope peut un peu devenir le favori. Ramsdale aussi, mais Ramsdale il a connu un peu d'irrégularité. Il a été chassé d'Arsenal. Il a eu du mal derrière à trouver un rebond en première ligue. Ça reste un gardien de talent, mais il a souffert du fait que le poste de gardien est très compliqué en football, encore plus dans des clubs de première ligue. Donc je pense que Jordan Pickford va partir comme le favori aux yeux de Thomas Tuchel. Mm, je pense aussi. Et puis, malgré le fait que ce ne soit pas un génie à son poste depuis plusieurs années, il a quand même toujours plutôt bien fait le boulot en sélection. Et je crois que pour cet été, c'est ce qui va compter. Donc, c'est pas une problématique. Et pour le coup, là, on va passer aux défenseurs. Il n'y a pas tant de problématiques non plus, puisque c'est le point fort de cette sélection pour le moment depuis quelques mois, on l'a dit. Une charnière, on ne sait pas exactement laquelle va être alignée. On sait que ça peut se jouer entre Guehi, Stones et Maguire. Konza. Je triche, je regardais. Et Maguire aussi, c'est vrai, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a quand même euh, pas souvent la même charnière qui a été alignée. Ça a souvent tourné. Donc un peu difficile de réussir à savoir laquelle va être mise en place. Mais j'ai l'impression que peu importe celle qui sera sur le 11 titulaire, ça sera une bonne charnière qui pourra faire l'affaire. Oui, c'est ça. Je pense que Thomas Tuchel a une marge de manœuvre assez large là-dessus. Il a aussi des joueurs qui sont plutôt jeunes, qui commencent à émerger. Il y a Konsa qui est à Leverkusen, qui est plutôt performant. Chalobah qui s'impose à Chelsea. Tomori qui fait ses classes depuis quelques années du côté de l'AC Milan en Italie. Et c'est pas facile pour un Anglais de s'adapter au championnat italien. Konsa qui est plutôt régulier avec Aston Villa depuis des années. Mais comme tu l'as dit, les principaux favoris, ça reste Guehi, Maguire, Stones. Et pourquoi pas la perspective d'évoluer à 3 aussi. Et cette perspective-là, elle mettrait Guehi, Maguire et Stones à mon avis. Gueye connaît des débuts plutôt laborieux du côté de Manchester City et euh, ça peut s'avérer compliqué pour lui d'être titulaire, mais il part quand même avec une longueur d'avance parce qu'il était titulaire lors du dernier Euro. Maguire, pour moi, c'est l'indispensable, c'est le capitaine de cette sélection, c'est l'âme de cette équipe, il y est depuis des années. Et puis Stones, il connaît un peu une fin de régime du côté de City, mais là aussi, c'est un peu la même chose que Maguire, il est là depuis des années, ça reste un leader, donc ça va se jouer entre les trois. Pourquoi pas les trois, dans une charnière centrale justement à trois éléments, mais s'il devait être à deux, ce serait, je pense, Gueye et Maguire. Mm. Je pense qu'il faudra quand même pas négliger Ezri Konza, que Thomas Tuchel aime beaucoup. Très Mais performant. c'est vrai que du coup, il y a pas mal de possibilités. Et je pense qu'il s'en porte pas plus mal. À gauche, il n'y a pas de débat possible puisque O'Reilly est en train de truster le poste depuis quelques temps. Il est sur une superbe saison à Manchester City. J'aurais pas pensé dire ça en début de saison, mais c'est l'un des tout meilleurs joueurs de Manchester City cette saison. Et du coup, il mérite amplement sa place à gauche. À droite, pour le coup, il y a un peu plus de débats et de questions en Angleterre. Hmm. Trent, c'était évidemment la grande question. Il y a eu des blessures, il y a eu des performances défensives un peu moins adaptées à ce que cherche Tourelle avec la sélection. Rhys James aussi, mais il est actuellement blessé. Il devrait potentiellement revenir à temps pour la Coupe du Monde, mais
On est sûr de pas grand-chose avec les états de forme, etc. C'est Ben White qui a été essayé, mais c'est pareil, c'est un remplaçant à Arsenal. On a Spence aussi, mais la saison de Tottenham, c'est pareil, c'est jamais une évidence. Alors comment tu te situes toi par rapport à ce poste de latéral droit? Parce que c'est l'une des grandes questions au pays. C'est assez paradoxal parce que sur les quatre qui sont affichés, il y a Reece James qui évolue dans l'entrejeu à Chelsea de manière récurrente, il y a Mhm. White qui est un défenseur central de formation, il y a Spence qui joue à gauche à Tottenham, et il y a Trent qui a été essayé au milieu de terrain par Southgate de manière Ouais, épisodique et c'est qui ne trouve vrai. pas de continuité du côté du Real. Donc c'est vrai que sur les quatre qui sont affichés, on se dit tous qu'ils n'ont pas vraiment les connaissances requises pour jouer au poste de latéral droit, mais si je devais m'engager et choisir, je pense que c'est Trent Alexander-Arnold qui devrait commencer sur ce couloir. Reece James aussi pourrait, s'il n'est pas sujet à des blessures, il l'a été de manière récurrente. Et puis, c'est un joueur qui a expérimenté l'entrejeu. Ça va être compliqué de le repositionner à droite, mais ça reste un favori quand même. Il s'est affirmé en tant que latéral droit sur ses jeunes années à Chelsea. Et puis, White et Spence partent avec un peu de retard. Je trouve quand même, Spence a été appelé en septembre dernier, donc ça reste assez léger. Et puis White, ça n'est pas vraiment son poste, même si lui, il peut te garantir d'avoir une vraie assise défensive, parce que c'est un central de formation. Mais si je devais m'engager, je partirais sur Trent, parce que ce serait une forme de continuité. Il a déjà brillé à ce poste-là, et je pense que Tuchel a aussi une petite fièvre offensive. Il a quand même cette volonté d'aller chercher haut les adversaires. On l'a vu face au Bayern en Ligue des Champions. Il est capable, Trent, sur le contre-pressing, d'aller chercher très haut l'adversaire. Donc si je devais Mhm. donner un favori, ce serait Trent. Tu vois, je miserais sur, si je devais absolument me mouiller, sur une permutation au cours de la compétition. J'imagine bien un essai J1, J2, puis un autre à la troisième Oui, journée et qui c'est satisfait possible. davantage. C'est un scénario que j'imagine bien. Au Mm. poste de milieu de terrain, pour le coup, on a un double pivot qui est immuable. Mm. Rice Anderson, ça va sûrement pas bouger à moins qu'il y ait une blessure, un pépin. Mm. Bien qu'il y ait des bons joueurs derrière, hein. C'est vrai que Wharton, il a fait aussi de bonnes apparitions. Ce duo-là, il va sûrement pas bouger. C'est un peu la pierre angulaire de cette sélection. L'une des seules vraies certitudes jusque-là, avec Harry Kane en pointe évidemment, Pickford au cage aussi. Euh, j'ai un petit peu du coup au fil des épisodes remarqué que l'un des points communs de pas mal de grandes sélections, c'est que le duo de milieu de terrain, parce que le football pratiqué est souvent celui du 4-2-3-1 ou du 4-3-3, le double pivot est très souvent prédéfini. Il y a peu de questions qui se posent à ce poste-là. C'est souvent le poste où tout le monde sait à peu près comment ça va se passer. Et paradoxalement, c'est peut-être, il y a que l'équipe de France qui n'est pas dans cette situation, où c'est peut-être le poste qui pose le plus de questions. Donc voilà, ça c'est pour le parallèle, ça m'a fait sourire. Par contre, plus d'interrogations sur le poste de 10, même si Rogers tient vraiment le bon bout parce que Tourelle l'apprécie vraiment. Euh, il y a quand même des débats autour de ce poste-là parce que Rogers est du coup celui qui devrait commencer à ce poste-là à la Coupe du Monde. Mais derrière lui, on le voit, il y a quand même des noms assez clinquants. Évidemment, Jude Bellingham, s'il est appelé, parce que là, il y a toute une question aussi, mais je te laisserai y rebondir. Gibbs White, fait-moi rêver, par exemple, mais il y a des mecs qui sont placés à droite sur cette composition d'équipe. Je pense à des Cole Palmer, des Phil Foden qui est essayé en 10 récemment avec la sélection, et Berechi Eze aussi. Enfin, il y a pas mal de monde. Et le fait que ce soit le nom le moins connu qui occupe la position, eh ben, ça fait quand même jaser. Ouais. Oui, c'est sûr que ça va être un dossier assez épineux que ce poste de numéro 10 parce que Rogers peut aussi s'exporter sur un côté, il peut jouer sur le flanc gauche et sur le flanc droit. Jude Bellingham a pu avoir des problèmes avec Thomas Tuchel, comme je le disais en début de vidéo, qui n'avait pas été convoqué en octobre malgré le fait qu'il ait été remis de sa blessure. Récemment, il a été longuement blessé avec le Real Madrid, il est rentré contre le Bayern, donc ça reste un peu léger pour moi pour aspirer à une place de titulaire en vue de la Coupe du Monde. Gibbs White connaît une saison un peu plus laborieuse du côté de Nottingham, mais ça reste quand même un joueur de talent qui peut, sur un miracle, faire quelque chose. Mais je pense que Gibbs White, ce sera davantage une solution de sortie de banc pour le technicien allemand. Jude Bellingham, il faut voir s'il n'y a pas une discussion avec Thomas Tuchel avant l'été, puisque Jude Bellingham est quand même une pierre angulaire de cette sélection anglaise, quand même une des figures de proue en termes d'image des Two Lions, et sa mise sur le banc pourrait provoquer un tollé outre-Manche. Et puis, moi, je pense que le favori, ça reste Morgan Rogers. On évoquait la méritocratie en début de vidéo. Si on suit ce principe-là jusqu'au bout, c'est le joueur d'Aston Villa qui devrait débuter titulaire. Je partirais avec Morgan Rogers, même si ce serait le risque de s'exposer à la vindicte populaire du côté de l'Angleterre. Eh ben écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je
pense effectivement que c'est Rodgers qui va être titulaire, mais le cas Bellingham quand même, je crois effectivement, tu dis ça va provoquer une tollée en Angleterre, outre-Manche. Ouais, je crois que là on assisterait à l'un des faits de la saison. Je crois qu'on s'en rappellerait quelques années. Et pour le coup, il y a quand même, je crois que même si Bellingham n'est pas appelé, tu souffres pas d'individualité quand même. Tu regardes les ailes, il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est presque problématique parce que tu es condamné à mettre des mecs sur le banc qui ne vont pas forcément apprécier d'être des joueurs de rotation. Ça peut créer des problèmes. C'est un peu aussi le mal historique de l'Angleterre. Et à droite, il y a beaucoup plus de choix qu'à gauche. À gauche, je me suis noté Rashford et Gordon. C'est les deux qui jouent à ce poste-là de manière habituelle. Si bien qu'on a tenté de mettre à gauche des mecs qui d'habitude jouent à droite pour avoir un peu plus de profondeur. Mais à gauche, ça devrait se disputer entre ces deux-là. Gordon fait une belle saison avec Newcastle, surtout en Ligue des Champions. Il a aussi été essayé en pointe. Donc tu vas nous, je vais y aller sur une double question. C'est qu'est-ce que tu imagines sur les ailes et ensuite tu me diras qu'est-ce que tu penses de la pointe parce que évidemment Harry Kane est le titulaire absolu, le capitaine. Il a un petit peu tout pour lui, mais je me dis quand même, il faudrait pas qu'il y ait un pépin physique parce qu'il en a déjà eu et derrière Solanke, c'est quand même assez insuffisant pour la sélection. Dis-moi tout. Je pense que sur le flanc gauche, il va falloir que Rashford essaye de résoudre sa crise existentielle sur le plan du football. Est-ce que c'est un numéro 9? Est-ce que c'est un ailier gauche? Donc je pense que ça aussi, ça va être l'un des principaux problèmes que va rencontrer l'attaquant du FC Barcelone, parce que cette saison, il évolue au poste de 9. Donc tu parlais du fait, et je vais faire une transition entre les deux, Harry Kane peut se blesser avec la sélection anglaise avant la fin de saison, surtout qu'il joue beaucoup avec le Bayern Munich. Et je pense que l'option Solanke peut être une option. Et comme tu le disais très bien, c'est une option qui paraît assez légère dans les grands matchs de Coupe du Monde. Et je pense que Marcus Rashford pourrait constituer une option au poste de numéro 9. Anthony Gordon a aussi été utilisé. Donc cette flexibilité du front offensif anglais, elle permet à Thomas Tuchel d'expérimenter des joueurs à différents postes. Et je parlais de crise existentielle footballistique pour Rashford parce que c'est vrai, il a 27-28 ans, il connaît toujours pas son poste précis malheureusement. Et sur le flanc gauche, il peut se montrer très performant. Et je pense qu'il part favori parce qu'il y a une absence de concurrence à ce poste-là. On le voit d'ailleurs sur l'image. Il y a 6 joueurs à droite, 2 à gauche. Donc il y a un profond déséquilibre. Je pense que le favori reste Marcus Rashford, de par son statut, de par la belle saison qu'il réalise par séquence du côté du FC Barcelone. Anthony Gordon est bon en Ligue des Champions, moins à l'image de son club en Première Ligue. Je pense que si ça avait été le Gordon des 2-3 dernières saisons, il serait parti titulaire directement. Là, cette année, c'est un peu plus compliqué pour lui sur le plan collectif notamment, même si individuellement, il tient quand même le collectif. Donc, à gauche, je partirai sur Marcus Rashford, mais je le garderai en option si Harry Kane rencontre des pépins au poste de numéro 9 à la place de Solanke. Je pense qu'il passerait devant Solanke. Et à droite, il y a des problèmes de riches, si je puis dire, parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont capables de faire preuve de beaucoup de polyvalence. Mais je pense que le titulaire serait Bukayo Saka à droite, comme à l'Euro, où il avait été le meilleur anglais, selon moi, sur cette compétition. Donc je partirai sur Rashford, Saka et Harry Kane. En cas de pépin d'Harry Kane, Rashford pour laisser le flanc gauche à Gordon, mais à droite, ça se jouerait entre Bukayo Saka et peut-être Phil Foden. Phil Foden qu'on n'a pas évoqué au poste de 10. C'est possible aussi que le joueur des Sky Blues puisse être titularisé au poste de numéro 10. Donc il y a une vraie flexibilité du côté de la sélection anglaise, mais Rashford, Saka, Kane et Morgan Rogers, ce serait mon front offensif. Qu'est-ce que toi Ouais, t'en ouais, penses? ouais, je suis presque à 100% en phase avec toi, à 75%. Foden, ouais, on dit c'est clairement une possibilité. Et c'est vrai qu'on n'avait pas évoqué Saka jusque-là, alors que c'est quand même une anomalie de ne pas citer le nom de Bukayo Saka. Euh, il est pour moi évidemment un super joueur, assez critiqué cette saison quand même. Mais par rapport aux essais de Thomas Tuchel, il part pas vraiment favori pour le poste. C'est vrai qu'il a quand même des entrées, des temps de jeu. Il a été essayé et il y a de bonnes chances qu'il soit le titulaire. C'est tout à fait possible. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le chouchou le préféré de Thomas Tuchel. Il a essayé pas mal de monde à ce poste-là. Récemment, Madueke. Ça serait quand même assez aussi, on en parlerait, hein, que Madueke joue à la place de Saka, alors que Saka est le titulaire devant Madueke en club, ça serait quand même quelque chose. Et Ce du serait coup, drôle, ouais. ça vient de me faire penser que à gauche, c'est Jarrod Bowen qui est essayé
à gauche, là où ça manque un tout petit peu de profondeur, Mhm. si on peut dire ça comme ça. Donc, Ouais. ouais, c'est vrai qu'à droite, il y a quand même beaucoup de monde. Euh, Avec tout ça, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que, d'après toi, de ton point de vue, cette équipe anglaise est sous-évaluée, surévaluée ou bien évaluée? Je trouve que c'est une sélection qui est globalement surévaluée, mais dont on commence à se rendre compte des défaillances. Ça fait des années que cette sélection anglaise est placée très haut par de nombreux observateurs, mais au fur et à mesure que le football avance, on se rend compte que ça n'est qu'un feu de paille finalement, parce qu'il y a beaucoup d'individualités dans cette équipe, mais il y a une structure collective qui peine à poindre, et c'est vrai que cette équipe, selon moi, elle reste surévaluée par rapport aux joueurs qui la composent, mais quand on regarde le front offensif de cette sélection, qui est bon en ce moment? Qui aujourd'hui, à part Harry Kane, réalise une grande saison. Donc j'ai un peu l'impression que cette équipe est surévaluée par rapport au passif qu'ont pu connaître certains joueurs. On idéalise énormément Phil Foden, Bukayo Saka, mais ça reste sur des saisons qui sont déjà écoulées. Bukayo Saka a déjà été meilleur que ça, Phil Foden également sous Guardiola quand Manchester City était bien meilleur. Donc sur ce front offensif, par exemple, si on prend l'attaque, on voit des joueurs surévalués qui jouent tous sur leur passé. Cole Palmer, je ne l'ai pas trouvé bon depuis la dernière Coupe du Monde des clubs, ça commence à remonter quand même. Mhm. Ce que je dis, c'est à titre personnel, hein, peut-être que mon avis ne sera pas partagé, mais j'ai pas Non, l'impression que je partage. les individualités de cette sélection anglaise soient bien évaluées aujourd'hui. Je trouve qu'elles sont surévaluées par rapport à un idéal qu'on a pu se faire d'eux sur leur passé. Aujourd'hui, à part Harry Kane, dans les faits, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joueurs de cette attaque qui réalisent une grande saison, et beaucoup se reposent déjà sur des acquis qui ont déjà été vus avant et qui sont idéalisés par beaucoup. Donc je trouve que cette sélection est globalement surévaluée, notamment au niveau de ses individualités. Ouais, bah, j'ai l'impression que tu vises juste. C'est vrai que les joueurs qui sont censés être les têtes de gondole, les Bellingham, les Trent Alexander-Arnold, eh ben, c'est pas ceux qui font forcément se lever les foules quand ils portent la tunique blanche. Euh, avec tout ça, avec tout ça, on est quand même dans une poule qui me semble très abordable. Après, quand t'es l'Angleterre, quand t'es l'Angleterre, toutes les poules sont censées être très abordables. Mais celle-ci particulièrement, en faisant le point, je te fais un topo rapide. Première journée, tu prends la Croatie. Alors, ça peut rappeler une confrontation, celle de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018. C'est Était sûr. déjà là Kane, Pickford, Stones, Rashford. Ces quatre-là étaient déjà de la Maguire, partie. Maguire aussi. Et moi, j'ai pas cité Maguire, exact, t'as raison, Ouais, donc ils étaient Maguire y 5. était aussi. Ouais, t'as raison. Ça fait une base qui a cette petite douleur peut-être encore ancrée en eux. Il y a eu une nouvelle confrontation en 2021 sur une phase de poule de l'Euro. 1-0 pour l'Angleterre. Là a été la petite vengeance. On aura la belle du coup sur, sur cette Coupe du Monde. Mais cette Croatie, elle est évidemment pas à négliger. Elle est toujours présente sans faire de bruit. C'est jamais la nation dont on va parler, puis c'est toujours la nation qui se retrouve dans les 8 dernières équipes qualifiées. Donc on va évidemment se méfier, j'imagine, à ne pas négliger. J2, c'est le Ghana qui est dans une situation assez difficile. Ils n'ont pas disputé la dernière CAN. Beaucoup réclament le Nigeria à la place du Ghana dans cette poule. Une confrontation en amical entre les deux en 2011 qui se termine sur un partout. Donc historiquement, on peut dire que l'Angleterre n'a jamais battu le Ghana. Et on sait qu'il y a une proximité entre le Ghana et l'Angleterre. Le Ghana est un pays qui parle anglais, qui a un dialecte anglais. Donc forte proximité entre ces deux nations. C'est pas le même Ghana de 2014. Il y a un trou assez important. Ils vivent des moments compliqués. Donc j'ai pas l'impression que ce soit une grande difficulté. Et pour terminer, troisième journée, c'est le Panama. Ils étaient déjà dans la même poule en 2018 lors de la Coupe du Monde. Et Harry Kane doit s'en souvenir, un triplé, score de 6-1 au final. Ils étaient, pour le coup, en qualification, dans leur poule de qualification, il y avait le Suriname, le Guatemala et le Salvador. Alors, j'ai l'impression que, évidemment, qu'ils méritent leur place, mais évidemment aussi qu'ils feront figure d'équipes qui se feront sûrement rouer de coups par cette équipe anglaise, même si, tout petit point de vigilance, récemment, contre l'Afrique du Sud, qui est pas du tout une mauvaise nation, au contraire, il y a eu une victoire, un match nul. Donc ça, c'est le topo de la poule. Avec tout ça, est-ce que toi, tu pourrais me donner ton avis sur ça au global? Et puis, pourquoi pas me donner
un pronostic de ton classement final. C'est une poule où l'Angleterre doit absolument finir leader, à l'image de nombreuses grosses autres sélections qui vont bénéficier du fait que la Coupe du Monde soit élargie, donc il y a beaucoup plus de petits poussés et moins de groupes serrés et homogènes en termes de niveau. Le premier match contre la Croatie va faire office de test et ça va permettre à l'Angleterre de rentrer directement dans la compétition, alors que le fait d'avoir affronté le Panama puis le Ghana, ça leur aurait permis de monter en puissance. Donc ils auraient peut-être commencé la compétition de manière plutôt douce. Là, ils vont directement rentrer dans le dur face à un adversaire avec lequel ils ont un passif en 2018, comme tu le disais très bien, avec cette douloureuse demi-finale. Mais la Croatie, c'est demi-finale de la dernière Coupe du Monde, finale Coupe du Monde 2018. Donc c'est une équipe qui en Coupe du Monde a brillé sur les précédentes éditions, mais c'est une équipe qui a réalisé un très mauvais Euro sur la dernière compétition qu'on peut avoir en date. C'est une équipe qui connaît un creux générationnel, donc ça va être compliqué pour eux de faire figure dans cette compétition. Il y a un passif, il y a une dynamique qui ne sont pas bons évidemment. Et puis cette équipe croate, ça reste une équipe qui peut jouer des troubles faits tout de même. Ça reste une équipe compliquée à jouer, notamment sur les Coupes du Monde, d'autant plus au vu du passif des coéquipiers de Luka Modric. Et puis le Ghana et le Panama, ça va être compliqué. Le Ghana en Coupe du Monde, ça a pu se montrer performant, notamment en 2010 avec cette épopée exceptionnelle où ils arrivent jusqu'en quart de finale. Le fait qu'il y ait un passif géopolitique entre les deux pays, ça peut aussi être intéressant à analyser, nous qui essayons de nous ouvrir, qui ne sont pas simplement cantonnés au football. Il y a des petites histoires à raconter. Le Ghana, même s'il y a un creux générationnel, il y a quand même des individualités fortes. Mohamed Kudus, notamment, qui évolue du côté de la Première Ligue. Mais je pense que pour le Panama, ça va être compliqué de faire figure face à la sélection anglaise. Il y a le passif de 2018, comme tu en parlais très très bien, même si j'imagine que le football panaméen a dû progresser depuis. Si je devais constituer un classement, je dirais que l'Angleterre va finir première parce que l'Angleterre a toujours pour habitude de bien commencer ces compétitions sur les dernières qu'ils ont eu à disputer. Je vois la Croatie en deuxième, le Ghana en troisième et le Panama en quatrième. Je ne vais pas me montrer très innovant sur la question, mais l'Angleterre a pour obligation de finir leader de cette poule, d'autant plus au vu de la méforme du principal adversaire de cette poule, la Croatie. On est bien d'accord. Je vais juste tenter un petit pronostic qui vaut du vent, parce que ça n'a pas grand intérêt. J'imagine le Ghana faire la pire compétition de leur histoire en terminant dernier de poule Ah en ouais. perdant face au Panama. Ouais, j'imagine un petit scénario. Il y a toujours des scénarios rocambolesques. Pourquoi pas le Panama se hisser en tant que meilleur troisième, ça pourrait être beau. Si l'Angleterre finit premier de poule, ce qui est, comme tu le dis, une obligation, en termes de parcours, ce qui les attend, c'est en 16e de finale. S'ils terminent premier, ils devraient prendre le troisième de la poule K. La poule K, c'est Portugal, Colombie, RDC, Ouzbékistan. C'est probablement l'une des poules les plus relevées en termes de... En fait, l'équipe qui terminera troisième de cette poule sera forcément une équipe pas évidente à jouer. La RDC est en pleine expansion. L'Ouzbékistan, c'est peut-être les plus simples sur le papier, mais évidemment que l'Angleterre est supérieure, mais il y aura toujours une petite vigilance quand même. Si la Colombie termine troisième, ce qui est aussi probable si la RDC finit deuxième, la Colombie, ça reste quand même un morceau difficile à bouger. Sur les compétitions internationales, on se sait. Sur la phase de qualification Sudam, ils n'ont pas été évidents non plus. Donc, pas évident le 16e de finale. Mais si tu arrives à passer ce tour-là, ce qui devrait être le cas quand tu t'appelles Angleterre, le 8e de finale, là, à partir de là, c'est très hypothétique, évidemment, parce que quand on aura l'issue des poules, beaucoup de scénarios vont changer. Mm. Mais tu devrais prendre le premier de la poule A. Et la poule A, c'est Corée du Sud, Afrique du Sud, les deux équipes du Sud, le Mexique et la République tchèque. Donc autant te dire que là, peu importe qui tu Abordable. prends, tu es censé carrément arriver Mm. en quart. Et là, Mm. déjà qu'on était dans l'hypothétique, je me fie seulement aux cotes maintenant d'application. L'équipe qui devrait rencontrer l'Angleterre en quart, si les cotes sont toutes respectées, évidemment, ça ne se passera pas comme ça. Ça serait le Brésil, un quart de finale contre le Brésil, puis une demi-finale contre la France, où on aurait un remake de ce Ah oui. France-Angleterre qui, nous, Ouais. en tant que Français, nous a on a été plutôt miraculé, hein, on peut le dire comme ça. Ise Giroud, Ise buteur, on a eu beaucoup de chance. Donc ça, c'est un Ah peu oui. pour le topo du parcours. Tu les imagines aller jusqu'à où, toi?
La dernière fois, c'était un quart de finale. L'édition d'avant, c'était une demi. On a tendance à beaucoup critiquer le bilan de Southgate, mais il est quand même plutôt intéressant en termes de résultats, même si en termes de jeu, au vu des individualités dont il disposait, on s'attendait peut-être à bien mieux. Mais je vois cette équipe arriver en quart de finale de la compétition et s'arrêter net dès les quarts de finale. Je les vois pas forcément aller plus loin. Je pense qu'il y a des équipes qui sont quand même mieux disposées, qui ont quand même beaucoup plus d'expérience. Si on prend l'équipe de France, c'est une équipe qui a acquis de l'expérience. L'Espagne aussi, je vois des équipes qui sont supérieures à cette équipe anglaise et j'en mets 4-5 devant l'Angleterre, en tout cas des équipes plus rodées. L'Espagne a gagné l'Euro, le Portugal a gagné la dernière édition de la Ligue des Nations, l'équipe de France est rodée depuis des années, ils se sont montrés réguliers en Coupe du Monde, l'Argentine est tenante du titre. Donc il y a déjà un panel de 3-4 équipes qui peuvent déjà s'estimer supérieures à l'Angleterre, en tout cas sur le récent bilan. C'est pourquoi je les vois s'arrêter en quart face à une équipe qui est simplement meilleure. Ouais, bah écoute, Et toi, tu les je vois. te... Bah alors, c'est difficile de se situer, mais c'est vrai que c'est dur de se projeter hein, quand on connaît pas les adversaires avant. Euh, je pense que, en fait, si tu me dis qu'ils s'arrêtent en quart de finale, je te crois sans broncher. Si tu me dis qu'ils arrivent en finale, je te crois sans broncher aussi. C'est difficile de situer Je te jure, l'Angleterre. Si le parcours hypothétique des cotes favorables, c'est le Brésil en quart, je les imagine passer. Parce que ce Brésil me semble tellement plus faible. On l'a vu là en amical contre la France. En demi-finale, si tu rencontres la France, j'ai l'impression que la France est au-dessus. Alors évidemment, les dynamiques de tournoi peuvent être tellement changeantes, et peut-être que ce que je dis aujourd'hui sera totalement caduque, mais je les imagine s'arrêter en demi-finale, du coup, si je dois mouiller. oui. Et, écoute, tu vois, ça rejoint ce sur quoi on va passer. On va parler de prédiction. Prédiction libre. Est-ce que tu aurais une prédiction à nous donner, que ce soit sur la poule en question, sur l'Angleterre, ou sur tout à fait autre chose? Carte blanche, tu as. Une prédiction un peu farfelue, un pronostic sur un joueur, sur. Ouais, peu importe, c'est comme Hmm, tu veux. je vois bien Morgan Rogers se révéler vraiment aux yeux du monde parce que je trouve que c'est un joueur assez méconnu. Même sur la fenêtre des transferts, c'est pas un joueur qui est vraiment évoqué dans les gros clubs pour le moment, mais qui est très très fort. Ceux qui regardent Aston Villa le savent. C'est un joueur qui s'est parfaitement fondu dans le collectif d'Unai Emery. Aston Villa est très performant cette saison, même s'il y a un petit coup de creux quand même depuis le début de l'année civile 2026. Mais je vois bien Morgan Rogers faire un gros tournoi en étant vraiment titulaire, en faisant oublier Jude Bellingham et en faisant peut-être 4 buts, 4 passes décisives, en faisant vraiment une Coupe du Monde comme a pu la faire James en 2014 par exemple. Je le vois vraiment Ah faire ce genre ouais. de Coupe du Monde. Je le vois vraiment faire ce genre de Coupe. Ah, peut-être pas 6 buts, Rames avait quand même marqué 6 buts. Mais je le vois marquer peut-être 4, 5 buts, être vraiment énorme, faire oublier les autres individualités qu'il peut y avoir du côté de la sélection anglaise. Donc, ça, c'est vraiment ma prédiction en termes d'individualité. Un joueur qui se révélerait comme ça. On sait qu'en Coupe du Monde, il y en a toujours un ou deux qu'on connaissait peut-être un peu moins avant et qui se révèlent. Et la Coupe du Monde, c'est l'occasion parfaite. Donc, je vois bien Morgan Rogers faire une grosse compétition. L'histoire serait belle, hein. Et puis s'il peut nous gratifier d'un but similaire à celui de Rames, Ah on oui, va pas dire non. c'est sûr. Ouais, c'est vrai, c'est un bon prono, ça. C'est un bon prono. Le Rogers et qui est le nouveau Rames Rodriguez. Tu sais quoi, si ça arrive, s'il fait un super tournoi et qu'il se révèle, je manquerai pas de penser à toi. Je t'enverrai un petit message. Je te remercie. Je te remercie. De mon côté, je suis parti sur une prédiction et demie. Tu vas me dire ce que tu en penses. Je me Oui, dis que Harry Kane sera le meilleur buteur de la compétition. Mais, alors, pour ceux qui ont regardé les épisodes jusque-là, j'avais cité pour ma prédiction sur la vidéo de la poule de l'Espagne. J'avais donné Lamine Yamal meilleur buteur de la compétition. Là où on l'attend passeur, il portera l'Espagne en marquant. C'était ma prédiction. Je J'avais pas encore tous les faits sur l'Angleterre. Je change mon fusil d'épaule et je pars sur Harry Kane. Au vu de la poule dont bénéficie l'Angleterre, je me dis je le vois arriver à grands coups de triplé face au Panama comme sur la dernière ouais, édition c'est et vrai. aussi truster le podium des buteurs grâce au match contre le Ghana, pourquoi pas. Mais ça aura un contre-coup. Il arrivera à être le meilleur buteur du tournoi, mais en étant totalement transparent sur les matchs à élimination directe, parce qu'on Oui. sait qu'historiquement il a du mal sur les grandes confrontations et qu'à cause de Mhm. ça, il ne sera pas du tout prétendant au Ballon d'Or malgré sa saison très très bonne. Voilà, donc je l'imagine être meilleur buteur du Oui. tournoi tout en étant absent sur la deuxième partie.
Et je pense que beaucoup le partagent. C'est le grand mal d'Harry Kane depuis le début de sa carrière. Mm. Ouais, c'est une Donc, problématique, je ça. suis C'est plutôt vrai d'accord, je que, suis plutôt d'accord avec toi. ouais, bah, je ne lui souhaite pas. C'est vrai qu'il mérite tellement, tellement mieux, ce joueur. Mm. Euh, Écoute, on arrive à la fin. J'ai un petit quiz à te proposer pour terminer en détente. Mais avec plaisir. Avec Euh, plaisir. j'ai deux petites questions. Ouais, Je sais pas quel est le niveau de difficulté, tu m'en diras. Euh, avec pour plaisir. commencer, quel est le joueur le plus capé de la sélection anglaise? Le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection anglaise. Euh, Je t'avoue que je l'avais pas, hein. il est connu. Franchement, j'aurais pu en citer 10 avant lui. Ah ouais? Ouais, franchement. Bon, je vais te dire Ashley Young. Ah, du coup, c'est bien tenté. Du coup, c'est bien tenté. C'est Peter Shilton, le gardien de but. Ah, le gardien. Ouh. 125 Ah, sélections. Ouais, j'aurais pas pu le trouver. tu vois, Ok. tu vois, on a cité Gordon Banks en début de vidéo, Peter Shilton Lui en fin de aussi, vidéo. c'était un grand gardien, lui aussi. Mm. Ouais, donc tu vois, Mm. tous les pros anglais qui m'ont écouté dire que les gardiens anglais c'est un mal récurrent, qu'il n'y a jamais eu Oui, de grands gardiens, il y en a ils ont le eu. droit de me tomber dessus. Ouais, Il y mais en a eu du coup quelques-uns. c'est Peter Shilton. Ok. Du coup ça sera un peu moins piégeux si tu veux essayer de Ok. trouver les quatre qui le suivent. Bah, Gérard, Ouais, c'est le quatrième, Gerrard. Ferdinand peut-être? Non, pas Ferdinand. Lampard, Non plus. Je crois que les deux sont dans le top 10 quand même, mais non plus. Rooney. Ouais, Rooney, c'est le deuxième pour le coup. Et il en manque combien dans le top Il 4? manque le troisième et le cinquième. Maguire, il doit y être, non? Non, même pas. Et il faudra que j'aille vérifier. Je crois pas qu'il soit dans le top 10, Maguire. Je vais aller vérifier tout de suite pendant que tu cherches. C'est des joueurs qui jouent encore. Euh, Il y en a un qui joue encore, il y en a un qui ne joue plus. Ah. Luke Shaw peut-être? Non. Je vais te donner un indice. Il y en a un qui fait encore partie de cette sélection aujourd'hui. Ah, bah Kane. Ouais, c'est le cinquième. Et le Cinquième Harry Kane. troisième, J'aurais dit. Il joue plus le troisième? non, il joue plus. Il joue plus. Le troisième joueur le plus capé. Euh, Du coup, Kyle Walker? non, c'est pas Kyle Walker. Je vais te le donner. Juste avant Oui, ça, Maguire n'est pas dans le top 10, mais on a bien Frank Lampard. euh, et c'est tout dans ceux que tu as cités. Le troisième, du coup, c'est David Beckham qui se cachait là. bah oui, la David Beckham. J'ai dit Lampard, Ouais. Mais il y a tellement de joueurs en même temps, Ouais, il y en a c'est tellement. c'est pas une Il y en a évidence, tellement. ouais. Ouais. Et du coup, Kane est à 112. Beckham, qui est donc le troisième, est à 115. On aura très sûrement un Harry Kane qui passera sur le podium des joueurs les plus capés pendant le tournoi. Ok. Donc ça Ok. c'est un truc cool. Et ça, c'est un beau record à Euh, établir pendant un tournoi. ah ouais, bah ouais, carrément. Ça fait partie des beaux trucs. Il y avait un autre beau truc potentiel sur ce tournoi, c'est on pourrait assister au délogement de Miroslav Klose à la première position Oui, des buteurs. On a par encore Mbappé. Messi et Mbappé, ouais. Mm. Ouais. Hmm. Euh, Dernière question. Oui. Allez, je sais pas quel est le niveau de difficulté de cette question. Ouais, dis-moi. L'Angleterre a joué le tout premier match de l'histoire des sélections. C'était Angleterre contre quelqu'un, contre une autre nation. Est-ce que tu saurais trouver c'est laquelle et sur quel score? C'était l'Écosse, non? Ouais, bien joué. C'était l'Écosse. Incroyable. J'ai plus le score exact, mais je sais que c'était l'Écosse. Pour le Allez, score, par contre, je peux tente un pas. score anglais. L'Angleterre avait gagné, il me semble. T- Tente un. C'est un 0-0. Un bon vieux 0-0 entre Oui, l'Écosse et l'Angleterre. c'était un 0-0, mais j'étais tombé dessus il y a pas longtemps. C'est ça. Oui, c'était Angleterre-Écosse. Ouais, ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais. 0-0 Il en pouvait plus. pas se Premier match de terminer. Il l'histoire, pouvait pas 0-0. se terminer autrement. Mais oui. 0-0. Et du coup, pour la vidéo, j'ai cherché.
Le tout premier match de l'histoire, paraît-il que ce serait Sheffield contre une équipe dont je n'ai pas retenu le nom. Oui, Je crois que Sheffield est la première équipe à avoir joué un match de foot dans l'histoire. Je trouve ça assez fou. ouais, là, c'est vrai que c'est fou. Bah écoute, Momo parle de foot. Je te remercie d'avoir Merci à été toi. avec moi pendant ces 50 minutes. C'était très cool. Merci à toi, c'est gentil. Bah, franchement, avec plaisir. Je pense qu'on a passé un bon moment. On arrive du coup sur bah, la dernière vidéo de Mondialiste et ça me fait bien plaisir. Ça a été un peu de travail, mais surtout beaucoup de plaisir. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous estimerez comme moi qu'on a terminé en beauté avec Momo. Donc, Félicitations en tout n'hésitez cas, pas encore une félicitations. fois. Bah, merci, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller checker tout ce qu'il fait. Évidemment, tous les liens, je le Merci, rappelle, sont dans la description. Très actif sur TikTok. Il l'est aussi sur YouTube. Donc voilà, faites pas les timides. Je vous merci, remercie et puis je vous dis à très vite pour les prochaines échéances. merci à toi. À très vite.